Tu votes, tu votes. Tu votes, mais tu décides jamais. Ils décident pour toi, puis toi tu regardes un peu. Nous autres on est pour vrai. On veut le pouvoir de décider. Là, tout de suite. Tu votes. Aujourd'hui, les gens réalisent qu'ils n'ont aucun pouvoir. On vote, mais on subit des décisions qu'on ne contrôle pas. La réalité, c'est que ce système nous a habitués à abdiquer notre pouvoir. Être autonome, c'est décider par soi-même. Être responsable, c'est d'assumer ses décisions. Et si aux prochaines élections, on arrêtait d'élire nos maîtres? Pour la première fois, on exercerait notre pouvoir. C'est la file d'attente, carton dans les mains. On dit c'est important, mais ils changent rien demain. Ils parlent beau, ils parlent fort, beaux habits, beaux projets. Après ça, 4 ans de plus à t'expliquer quoi penser. Ils décident ce que t'es droit de dire, droit de faire. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très occupé, grâce à vous. Puis j'espère que vous autres aussi, ça bouge beaucoup. Donc, un petit live, que ça fait un bout que je n'ai pas fait des lives moi-même. Puis, je me suis dit, tant qu'à recommencer, ça avait été bien apprécié par ceux qui me suivaient. On avait fait une série à l'époque. Ça date déjà de 2 ans environ. On avait fait une série de sujets avec Ken sur les complots, mais sur les complots qui étaient tous déclassifiés. Donc, comment que l'histoire se répétait, ceux qui voyaient la game, ceux qui se posaient des questions, comment qui était tassé, d'où venait le mot complotiste, quand c'est un mot qui avait été sorti par la CIA à l'époque. Donc, Ken nous avait tout expliqué, des manipulations de ce qu'on appelle l'État profond ou des organismes gouvernementaux qui sont tellement rendus grosses que c'est des gouvernements à l'intérieur du gouvernement pour se rendre compte que des élus, ça se change aux 4 ans, mais quand on creuse et que des décisions sont prises pas dans notre intérêt, on est en train de regarder qu'il y a des hauts fonctionnaires dans certains organismes qu'eux autres sont la trame de fond. Donc, ce soir, malheureusement, Éric, j'ai annoncé qu'Éric Gravel était pour être avec nous autres. Il n'est pas là. Il m'a écrit à la dernière minute. Il y a eu un empêchement majeur de dernière minute. Dommage. Mais de toute façon, le live ce soir, c'est que j'aurais aimé l'interaction avec Éric, Ken et moi-même, mais on va avoir un live haut en couleur. Donc, Ken, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous exposer quelques cas de corruption, comme à son habitude. Je vais le laisser se présenter et vous expliquer l'impact qu'il y a eu dans la commission Charbonneau. Et il va nous sortir des dossiers que, Colin, on dirait que ça continue malgré les commissions. Donc, sans plus tarder, Ken Pereira. Salut Ken, comment ça va? Salut Jean-Charles, ça va très bien. Écoute, Jean-Charles, je vais embarquer tout de suite dans le sujet. Je vais dire merci, bonjour à tout le monde. Dommage qu'Éric n'est pas là. On s'est déplacé, mais on va se rejoindre. À un moment donné, on va se revoir. On va se rejouer. Écoute, ma philosophie, moi, oui, en politique, c'est follow the money, suivre l'argent. Parce que il n'y a rien qui bouge sans l'argent. Et si un parti comme le tien, démocratie directe, a des outils dans ses mains pour faire des recherches et essayer de pogner certaines places, je pense que c'est la seule partie qui va aller là. Il va se rendre dans ces endroits-là parce qu'il n'y a pas d'autres partis qui vont oser se rendre là. Et je vais donner une couple d'exemples aujourd'hui pour que les gens comprennent comment il est corrompu, c'est quoi le pourcentage de corruption, comment que j'ai pogné ces chiffres-là, pourquoi que j'ai sors, puis comment qu'on va voir ça. OK? Yes. Puis c'est important de dire au monde pourquoi Ken dit démocratie directe. Mais c'est sûr que Ken me suit. On s'est rencontrés lors de ma première élection fédérale. J'étais à Parti libre, donc il connaît démocratie directe depuis le début. Et il sait que la philosophie, c'est que c'est pour la première fois de l'histoire, il n'y a aucune grande famille de lobbying ou quoi que ce soit qui est derrière la démocratie, à part le peuple. Donc, on ne doit rien à personne, sauf au peuple. Puis c'est l'engagement numéro 1, c'est de donner la souveraineté au peuple, justement pour pouvoir ensuite aller scraper cette minorité qui bénéficie de la misère des gens.
Ouais. Donc, Premièrement, Jean-Charles, qu'est-ce que j'aimerais féliciter quand même, c'est Éric Gravel puis Jean-Noël Lacroix. oui, Ils ont aidé énormément à mettre sa map d'une certaine forme sur les réseaux sociaux ton parti. OK? Oui. Parce que c'est très important que les gens comprennent, c'est beaucoup d'hypocrisie. Tu comprends-tu? Toi, tu es le, on peut dire, le chef du parti, puis parce que ces gars-là, c'est deux gars qui ont des grandes gueules, c'est des gars qui savent très bien utiliser les réseaux sociaux. On a vu que les médias ont minimisé Démocratie Directe. Oui. Ils ont valorisé les deux gars qui ont énormément de clout, ils ont énormément de views. Ça démontre clairement qu'ils ne veulent pas changer. Ils veulent juste avoir des views. Ils veulent voir ces gars. Et ce n'est pas enlevant aucun crédit à Éric Gravel. non, Un job phénoménal. Et Jean-Noël Lacroix, avec son style flamboyant, qui ont fait. Et s'ils sont capables d'aider, tant mieux. Tu sais, Jonathan Blanchette était parti de ton équipe aussi avant. Puis, tu sais, qu'est-ce que je veux dire? C'est que tout le monde a une petite partie du gâteau. Et toi, Jean-Charles, comme leader, tu démontres clairement que tu es un gars qui regroupe. Et ça, c'est très important. C'est pas avoir peur du passé d'un, passé de l'autre. Et moi, j'ai fait mon deuil un peu d'essayer de faire mal à certaines visions. Avant, j'étais un peu trop agressif avec certains gars. Tu sais, je pensais, j'ai dit, je vais les laisser penser de leur manière. Je ne suis pas ici pour commencer à... Et je vais dire, qu'est-ce qu'on a besoin de se regrouper? On a vu aujourd'hui au Sénat aux États-Unis, je vais parler 2 minutes de ça, Fauci a été amené devant le Sénat. OK? Puis il s'est fait détruire, anéantir avec la vérité, avec la corruption que lui, il a bâti pendant 30 ans. Et là, il a plaidé le 5e amendement. Il a plaidé tout le long. Il n'a pas dit un mot. Il a juste plaidé le 5e en disant mes avocats me disent pour ne pas répondre à ça, puis tout ça. Parce qu'il y a eu un pardon de Biden de 2014. Pense à ça, 2014. Pourquoi qu'il tremble dans ses bottes? Peut-être qu'il ne va jamais aller en prison. Pensez même pas à ça, parce qu'il y a eu un pardon. Mais la corruption est là. Et si on est capable d'exposer la corruption, on est capable de détruire à peu près n'importe quelle vision de ces partis, ces vieux partis qui sont complètement corrompus. Ils n'ont aucune valeur pour le peuple. Ils s'en contrebalancent du peuple. Ils s'en foutent carrément. Et toi, si tu es capable d'avoir plus de vision encore, on commence à te respecter. Ça va être dur parce que les médias traditionnels, c'est ça. Et c'est très dur à te donner de la gloire ou à te voir. Mais aussi, je demande aussi à tous les médias alternatifs, comme André Pitt, qui a décidé de mettre sa plateforme directement, comme Kevin Grenier, Grenier ici, qu'aujourd'hui, il a dit, il est malade, mais il a dit, je vais le mettre sur ma plateforme aussi. Tu sais, tous ces gens-là, pour faire démocratie directe, aller à un autre niveau. Et si on est capable de mettre ça à un autre niveau, toi, tu as juste besoin de recruter puis imposer ta loi parce que tu sais très bien comment diriger ton parti. Moi, oui. C'est assez simple parce que nous autres, moi, dans Démocratie Directe, quand ça arrive, tu sais, puis écoute, c'est sûr qu'un gars comme Éric Gravel, Jean-Noël, c'est des gens qui sont polarisants, ils ont leur style, ils ont leurs opinions, puis ils ne se gênent pas pour le partager. Mais, tu sais, je veux dire, même juste la capacité d'écoute, puis des gens peuvent venir, j'ai pas de temps à perdre à répondre. Les gars doivent faire 20 fois qu'ils disent non, nous autres, on est écœurés, on chiale, on est polarisants, mais là, on a trouvé une solution qui est en dehors du stream. Là, c'est plus un débat d'idées de t'es-tu à gauche, à droite, là. On se réunit, on va tout être au pouvoir. Là, il reste à dialoguer, à débattre, puis ensemble, on prendra des décisions les citoyens. Parce que, comme on a parlé avec Éric, moi, j'ai 50 ans. Ça fait 50 ans, les partis changent, mais ils prennent toujours des décisions. On s'en va dans le même mur. On s'endette de plus en plus. On n'arrive pas. Nos hôpitaux tombent. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, wake up. Là, il faut arrêter de croire aux magiciens. Puis, il faut s'unir. Puis, qu'est-ce qui fait que je m'en fous des gens qui sont autour de nous autres sur, il y en a qui m'ont parlé d'un passé d'un. Puis, hey, je veux dire, maintenant, on est-tu là pour se juger, là? Tu sais, qui n'a jamais péché lance la première pierre, là? Là, on est tous réunis ensemble. C'est ça qui est le fun de Démocratie Directe pour une cause, c'est de mettre le peuple souverain.
se dégager de ce pouvoir-là, parce qu'on est des esclaves, là, je veux dire, la politique, ça ne marche pas. Puis, Exactement. Ben, c'est ça, on la voit. Tout le monde, c'est quand on a un pourcentage un si bas pourcentage qui va voter, c'est parce que les gens sont délusionnés, ils sont tannés, ouais. Ils ne savent plus pour qui voter, et les partis en place sont sûrs de gagner ou rester en place parce qu'ils payent des annonces publicitaires aux médias traditionnels qui sont en train de perdre. Ça disent comment on ne va pas inviter Démocratie Directe. Ils ne nous donnent aucune subvention, ils ne nous donnent aucun argent. On va garder les libéraux, les péquistes, les caquistes, les conservateurs et tout ça parce que les autres, c'est quand même la tradition et on va toujours rester dans la tradition. Oui, puis sans faire de la publicité pour la chaîne à Eric. Puis moi, c'est pour ça que c'est le fun de Démocratie Directe parce que je réunis tous des gens autour d'une cause qui est de changer ce système-là, que tout le monde sait que ça ne marche pas. Là, il y a une solution, on va le changer. Ben, tu sais, moi, c'est pour ça que Eric, il a le droit de penser ce qu'il veut. Je veux dire, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec une idée d'Eric, mais on est ensemble pour une raison, à remettre le pouvoir réellement dans les mains du peuple. Donc, à partir de là, je veux dire, il peut y avoir quelqu'un qui est très campé sur une idée. Jean-Charles. À gauche, puis il est bien mis sur Démocratie Directe. Et Éric Gravel est un entrepreneur. Oui. Puis moi, je suis un syndicaliste. Oui. Puis les deux, on se met sous la bannière de Démocratie Directe. Tu comprends? Tu vois tout de suite le wide range, de gauche ou de droite. Pourquoi qu'on est réunis? On est réunis pour une seule raison. On le sait que le reste des partis sont corrompus de A à Z. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous donner? C'est mon expérience et les exemples que je peux vous dire que chaque parti définitivement peut faire un changement s'il utilise la plateforme, mais moi, je la donne à Démocratie Directe parce que je crois que tu as la meilleure plateforme. C'est-à-dire, je vais commencer avec certains exemples, OK, Jean-Charles, pour que les gars comprennent, les gens qui nous écoutent comprennent. Moi, mon patois, oui. Oui, non, mais j'attends juste ton go pour que je mette l'image que tu m'as envoyée. Fait que vas-y. Mon patois, c'est follow the money, OK, suivre l'argent. Al Capone, on dit, dans son temps, a tué au-dessus de 100 personnes, OK? 100, ça, c'est des policiers, des juges, des avocats, des criminels notoires. Il n'a jamais fait la prison pour les crimes. Il a fait la prison parce qu'il n'a pas payé ses impôts. Tu comprends-tu? Ils ne l'ont pas pogné pour les crimes, ils l'ont pogné pour l'argent. Ça te reste toujours dans la tête. Follow the money, puis vous allez être capable de les pogner toute la gang. Toute la gang. Et c'est de même qu'on doit, dans mon opinion, pogner et changer le monde parce que sont tous pognés encore dans la vieille mentalité. Ils ont encore la vieille méthode de penser ou de ramasser de l'argent ou de sauver de l'argent de ça qui fait en sorte qu'ils n'ont pas grandi. Les syndicats, à les entrepreneurs, à tous, ils ont toutes la même philosophie et là, je vais essayer de m'exposer une couple pour que vous compreniez un peu avec des exemples. OK? Donc, on y va sur le 1. Oui. La première, comme je vous ai dit, non, pas celle-là tout de suite. Juste toi puis moi avant. OK. La première affaire que je vais te dire, demander à Démocratie Directe quand il vient au pouvoir, dire aux gens, on va prendre 6 mois. 6 mois, on va prendre les plus grands ministères, on va prendre les comptables de firmes indépendantes, tu comprends-tu? Puis on va faire un vrai audit. Ouais. Pour savoir les entrées puis les sorties, parce qu'on ne le sait pas. Nous autres, les chiffres qu'on a, ça vient de le pouvoir qui est au pouvoir. Et tu sais, là, je vous dis, on a plein de gens comme Daniel Pilon, OK? Blais, Stéphane Blais, Sam Grenier, je te donne un exemple. C'est tous des comptables. Ouais. C'est tous des gars qui peuvent être utilisés pour vérifier les firmes qu'on engage. Tu comprends-tu? Pour voir, parce qu'on les truste, on pense qu'ils sont quand même dans le complot. Peut-être qu'il y en a d'autres. Tu sais, moi, je ne les connais pas toutes. Là, mais, tu sais, pour montrer, ma soeur est comptable agréée, vérificatrice. Hein, c'est pas le but. Le but, c'est de le sens. On doit prendre chaque ministère, savoir les entrées, les sorties. Et pourquoi je dis ça? Je vais vous donner un exemple très important. Moi, je connaissais un des leaders les plus importants de la ville de Montréal, le syndicat 301. OK? Et lui, il me disait, écoute, Ken, la ville ne sait même pas combien d'employés elle a.
Écoute, moi, à un moment donné, j'ai été dans un ministère, justement, puis qui nous parlait, puis on parlait à ce moment-là, c'est soit de l'éducation. Hey, j'ai un blanc. La question, peu importe, tu vas comprendre. C'est soit l'éducation ou les infirmières, mais je pense que c'est dans le système d'éducation. Puis je les écoute parler, là, les bons. Moi, je vais juste lever ma main. Je disais, est-ce que vous pouvez me donner la table démographique des professeurs? Là, il y a quelqu'un qui me dit pourquoi? Ben, je voudrais savoir combien de professeurs c'est prévu qui prennent leur retraite d'ici 1 an, d'ici 3 ans, d'ici 5 ans. Puis là, ils sont là, puis ça se regarde. On n'a pas cette information-là. Au nombre de professeurs que dans le système public, vous ne savez pas, puis là, déjà qu'il en manque, vous êtes en train de me dire que vous ne savez pas, il y a combien de profs que l'année prochaine prennent leur retraite, combien qu'il y en a d'ici 3 ans, combien qu'il y en a d'ici 5 ans, font un baccalauréat pour... Comment vous pouvez avoir un plan de développement stratégique simple pour l'éducation quand vous n'avez pas des données de base? Hey, puis là, je parle à du monde. C'est pas pour rien, je suis parti un parti. Je sais que la corruption et de l'incompétence, c'est mur à mur. Mais mur à mur. Exactement, Jean-Charles. Puis tu as touché le bobo. Ils ne se connaissent pas. Imagine, là, que la Ville de Montréal ne sait pas combien d'employés qu'elle a. Tu sais, Éric, il était supposé d'être ici. C'est comme si j'arrive à Éric et je dis, Éric, combien d'employés que tu as? Puis lui, il dit, oh, j'ai aucune idée. Tu sais, tu comprends-tu comment ça n'a pas de bon sens? Combien de chèques tu fais par semaine? Ah, oh, j'ai aucune idée. Tu sais, c'est quoi les entrées? C'est quoi les sorties en moyenne, tu sais, ou quelque chose? Ils ne savent pas. C'est comment ça te coûte les loyers? Comment ça te coûte? Ils ne savent pas. C'est pour ça que j'ai dit, la première affaire que n'importe quel parti qui a un peu de logique, c'est de prendre 6 mois, parce que ça ne se fait pas tout de suite, et on va aller chercher des firmes indépendantes avec des gens réputés qui sont proches, on peut dire, de Jean-Charles Cléroux, qui fait un overview, puis dire, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, c'est quoi leur budget, c'est quoi ci, c'est quoi ça, c'est quoi toutes les questions importantes pour que nous autres, on est capable, que tu peux arriver et dire, wow, là, je le sais. Je vais te sécuriser, Ken. Depuis la création de Démocratie Directe, beaucoup de monde me demande c'est quoi la première chose que tu fais quand tu rentres au pouvoir. Moi, j'ai une formation en sciences comptables, cheminement comptable agréé. Mon oncle, ma tante, ils ont leur cabinet, son CA. Mon oncle est fiscaliste. Ma nièce vient de finir sa maîtrise SCPA aussi. La seule chose, puis là, quand tu es comptable, tu es conservateur d'habitude. Tu n'es pas supposé faire ce qui a été fait par le dernier gouvernement puis être trop à risque. Tu es supposé être conservateur. J'ai dit, regardez, moi, ce que je vous promets, c'est que je vais faire un due diligence de l'État, un audit en français. Je fais un due diligence de l'État parce que juste par gros bon sens, puis ça, l'ordre des CPA, en tout cas, j'ai des contacts, je vais appeler l'ordre des CPA. À un moment donné, il va falloir qu'il se prononce sa gouvernance en sacrifice. Je dis, ça n'a pas de bon sens qu'on soit l'État le plus taxé en Amérique du Nord, puis qu'on n'arrive pas. Là, je veux juste savoir où va notre pognon, asti. Si ça me prend 4 ans, puis c'est la seule promesse que je vous fais de vous offrir les états financiers transparents et vous dire exactement où va notre pognon, là, ça va être le gouvernement le plus rentable de l'histoire des 40 dernières années du Québec. Même si je fais juste ça. Puis quand je dis ça au monde, là, le monde ne réalise pas que, ah ouais, à ce point-là, oui, à ce point-là, il y a de quoi qui ne marche pas, puis moi le trouver. Fie-toi sur moi le trouver. Jean-Charles, la raison que je n'ai pas parlé de famille, tu sais, je t'ai dit, ma soeur, c'est parce que je ne veux pas que c'est un conflit d'intérêts. Non, c'est ça, je comprends. C'est la seule raison que je n'ai pas parlé de toi et tout ça, parce que on a un premier ministre qui est comptable. Dis-moi pas qu'il ne sait pas compter, tabarnak. Il sait compter en esti, mais il a acheté Nordvolt en sachant que Nordvolt, la maison mère, est en faillite. Faut-tu être un imbécile? Ken, je ne veux pas te relancer. Tu as le premier ministre qui est comptable, tu as Fitzgibbon, puis tu as Dubé. Tu as Dubé, exactement. Sacrifice. Exactement. Puis, tu sais, je veux dire, puis moi, c'est pour ça que je dis que le système est corrompu jusqu'à moi. Parce que, tu sais, il y en a beaucoup pour des likes, des plantes vertes, des... Non. François Legault, c'est pas une plante verte, c'est pas un tata, là. Fitzgibbon, là, allez voir son track record, là, c'est pas une plante verte, puis c'est pas un tata. Non, et Dubé non plus. Fait que pour savoir planter sur toute la ligne comme ils se sont plantés, là, ben, je veux dire, il me reste juste une option. Tout à fait.
tout à Il y a fait. de la corruption quelque part. Il y a des intérêts privés. Moi, la corruption, je vais vous la prouver hors de tout doute qu'il y en a. Mais ça, c'est la première affaire que je dis. Démocratie directe arrive en place. Dit, écoutez, donnez-moi 6 mois. On va voir comment ça roule. On va voir comment parce qu'il y a énormément de petites cachotteries. Et tu sais, on a un exemple aux États-Unis avec Donald Trump que tout le monde me disait, écoute, il va drainer la marée, puis tout ça. Puis moi, j'ai dit, écoutez-moi bien, là, vous n'avez aucune idée comment c'est gros. OK? Puis ça, là, ça ne se fait pas juste avec un homme. Il faut avoir une équipe, il faut être déterminé et sans arrêt. Ça, c'est les États-Unis, beaucoup plus gros, mais tu sais, eux autres, ils me disent non, Donald Trump, il est backé par l'armée, puis tout ça. Regarde, 8 ans plus tard, il n'a rien fait encore. On veut dire vraiment de concret pour savoir. C'est pour ça que je vous dis. Il y a certaines pressions qui se fait, mais concrètement, il arrive à moitié de son deuxième mandat. C'est ça. Mais tu sais, regarde, il y a 1 trillion de dollars juste dans la défense. C'est son budget. Le Pentagone, personne n'a audit le Pentagone. Personne n'a audit la Réserve fédérale. Tu sais, il n'y a personne n'a audit le Fort Knox où il y a l'or. Personne. Tu sais, je veux dire, c'est pour ça que je te dis, c'est tellement difficile. La journée, tu sais, je ne veux pas être dans le complotiste, là, c'est pas une situation, on parle de corruption. Là. Ouais. Mais ceux qui ont de la mémoire, là, le 10 septembre, l'élu responsable pour le Pentagone a juste annoncé, il n'y a pas d'audit, là. Il a juste dit, j'ai perdu 4 000 milliards, je ne sais pas, c'est où. Il n'y avait aucune idée où était où. Ça, c'est le jour avant le 11 septembre. C'est ça, le 10 septembre. Comme par hasard, 11 septembre arrive, en tout cas là. Hey. Exactement. Ça, c'est une de mes affaires que moi, j'ai toujours dit, on doit voir parce que, comme je t'ai dit, la Ville de Montréal ne savent pas les employés. Les syndicats, ils ont des employés, ils les ont tu sais, en back order juste pour faire certains gestes. Quand tu touches tout ça, tu commences à être capable d'avoir du pouvoir pour changer la direction de tous ces gens-là parce que tu as quelque chose sur eux. OK? Ouais. Deuxième affaire. Je vais vous le dire parce que c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même et c'est pour ça que je peux en parler vraiment. Les sociétés à but non lucratif. Oui. OK? C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne parlent pas. Il y a des milliards de dollars là-dedans et personne n'a fait un audit vraiment. Les syndicats, les groupes religieux, les fondations, les universités, les associations de Ligue nationale de hockey, les joueurs. Je te donne un exemple. Pourquoi je vous en parle? Parce que je n'ai déjà parlé à plein de monde et d'autres pour qu'ils savent. Moi, j'ai fait passer une loi à Ottawa en 2014, ça s'appelait la C377. Et moi, la C377, c'est pour divulguer les états financiers de les syndicats. OK? Parce que c'est à but non lucratif, mais personne ne savait, les membres ne savaient même pas combien d'argent qu'il y avait dans leur compte. OK? Tu peux faire ça. Moi, j'ai dit, je veux être transparent parce que je suis le seul que si je suis transparent, je suis capable de le montrer aux autres. Ah oui. Et je suis capable de dénoncer les autres. Parce que moi, si je suis transparent, je suis capable de dénoncer. À ma grande surprise, je m'arrive à Ottawa, ils me disent, il faut arriver là une journée avant, ils me donnent un hôtel. Le lendemain, je m'en vais m'asseoir devant le Sénat et je vais parler pourquoi que je veux passer la loi et tout ça. Et j'avais aidé à rédiger certaines sur le syndicat. Et les 6 heures, entre ma rencontre avec les sénateurs, pas les joueurs de hockey, mais les sénateurs, et moi puis le Sénat, j'ai rencontré 3 firmes des plus grosses importances au Canada, des firmes d'avocats. Puis les 3 me connaissaient. Je ne les avais jamais rencontrés. Mais ils savaient que j'étais pour la loi, puis eux autres sont opposés à la loi. Mm-hmm. Puis là, j'ai dit, bonjour, vous êtes qui? Puis là, ils disent, moi, je représente les fondations. Et M. Pereira, félicitations pour ce que vous avez fait. Mais si nous autres, on divulgue les noms de ceux qui donnent les donateurs, ça peut créer une zizanie avec eux, puis ça peut aussi
faire baisser les dons. C'est-à-dire, on ne veut pas que ça sorte les noms. Puis moi, j'ai dit, je comprends à 100%, mais ce n'est pas de mes problèmes, moi. Tu sais, vous êtes à but non lucratif, puis vous êtes la même chose que moi. Les fonds, ça, oublie pas, là. Après, les groupes religieux m'ont dit la même chose. Et oublie pas, là, tu sais, le Mossad donne-tu à les Juifs? Est-ce qu'il y a certains groupes radicaux musulmans qui donnent à des groupes islamistes? Tu comprends-tu? Ça dit, comment les groupes religieux, y a-tu des personnes qui donnent à des groupes catholiques qui sont pas les plus... N'oubliez pas, il y a un crédit d'impôt qui se donne. Ouais. C'est très important de savoir ça. J'avais ça. Il y a les fondations et la troisième, si je n'étais pas sûr, mais c'est des milliards de dollars qu'il y a des universités. Puis c'est tout à but non lucratif. Puis eux autres, là, McGill, Université de Montréal, ils ont des terrains à terrain en Corée, des 3000 acres, partout au Québec, parce qu'ils ont des terres d'agriculture pour faire des expériences dessus sur l'agriculture. Ils ont des terrains pour faire de la science dessus. Il y en a qui ont des hôpitaux et c'est tout à but non lucratif. Le McGill a le McGill Ghetto. C'est proche du stade olympique, stade Perceval, où les Alouettes jouent. Dans la montagne, tu connais ça? Non. OK. Proche du Mont-Royal, les Alouettes, ils jouent là. Tout autour de ça, on appelle ça le McGill Ghetto. Tous les appartements, tous les blocs d'appartements appartiennent à peu près à 80% à l'Université McGill. McGill a une fortune en immeubles. Okay. Immeubles, incroyable. Peut-être un des plus grands parcs immobiliers au Québec. Tu comprends-tu? Ça, ils reçoivent tous des revenus, mais sont à but non lucratif. Si des partis qui arrivent en place, ils disent « Wow, vous autres, là, vous allez commencer à payer votre cher parti. Vous autres, les syndicats, vous allez le faire aussi. Vous autres, les groupes religieux, vous allez le faire aussi. C'est de l'argent dans les coffres de l'État. » Oui. OK? Je vais t'en dire un autre. Pour que les gens... Juste vu que tu parles des universités, je peux-tu t'amener juste un point que moi, c'est sûr qu'il va y avoir de la transparence. Est-ce que tu connais le professeur Héroux, de doctorat, puis ça, c'est un professeur à l'Université McGill? Oui. OK, professeur, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui nous suivent. Il m'a invité à McGill avec sa femme pour faire un discours sur santé et sécurité. OK. Fait que Paul Héroux, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un expert en tout ce qui est en ondes et tout ça. Le gars, il a un doctorat, puis tout ça. Et il a sorti clairement, lors des installations des antennes 5G, de faire attention d'une mise en garde parce qu'il y en a qui ont de l'hypersensibilité au niveau des ondes, que même la 3G... Et là, il a été catégorisé de complotiste. Il faut suivre la science, mais comme par hasard, un professeur au doctorat de l'Université McGill, il n'était pas dans le narratif. Lui, il disait qu'il fallait prendre la 5G avec des pincettes. Bon, je veux dire, je ne peux même pas l'estimer. Là. Il est dans un niveau que si tu es pour la science, quand Paul Héroux parle des ondes, ben t'écoutes. C'est comme, je n'ai pas ses connaissances. Une sommité. C'est une sommité, c'est ça. Et ce qui est arrivé, c'est que il a tellement été poussé que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il disait. Fait que là, des journalistes qui n'ont aucune connaissance de ce qu'il y a, eux autres, ils ont décidé que ça n'avait pas de bon sens puis c'était complotiste de dire que la 5G pouvait être dangereuse. Donc, il y a eu de la pression. Est-ce qu'il va être mis dehors ou quelque chose? Puis l'Université McGill a fait un mémo un instant. Il y a des règles qui protègent les professeurs, puis tu as la liberté universitaire qui appelle. J'ai reçu un autre professeur. Le gars, il a non seulement un doctorat, il enseigne au doctorat. Lui, il est en santé. Et il y a 2 découvertes sur, là, je me souviens plus, j'avais fait son CV quand je l'avais reçu sur ma chaîne, qui est le professeur Patrick Provost. Il y a des gens de l'Afrique, de l'Europe, qui se déplacent pour venir faire leur doctorat sous le professeur Provost. L'Université Laval à Québec l'ont mis dehors. Comment ça ne lui bénéficie pas de la liberté universitaire comme Paul Héroux? Fait que moi, quand tu dis follow the money, là, Ken, c'est sûr, je suis premier ministre,
le 6 octobre, l'Université Laval, va falloir qu'elle fasse la liste des donateurs de l'université. Tout à fait. Parce que 2 poids, 2 mesures, là, je veux dire, tu sais, puis je te dis pas, je suis d'accord avec ce que Patrick Provost dit. Je n'ai pas les compétences pour analyser ça. Mais il va y avoir un débat d'ouvert, puis il va s'exprimer avec ses pairs, par exemple. Et là, on pourra se faire une tête de ça. Oui. Mais là, qu'un professeur au doctorat qui attire des élèves de l'étranger à cause de sa crédibilité soit bâché par des journalistes, les mêmes journalistes qui nous disent qu'il faut écouter la science. Mais quand le professeur Provost parle, puis t'es journaliste, tu fermes ta boîte. C'était pour la science. En tout cas, c'est juste l'aparté que, à quel point je suis d'accord avec toi, la transparence. Je vais ajouter une autre affaire sur ce que tu dis. Au Québec, McGill, ça coûte entre 4 et 6 000 $ par année, OK? Pour aller à l'université. Je ne parle pas de loyer, je ne parle pas de rien, je parle de l'université elle-même, OK? Qu'est-ce qu'on découvre à but non lucratif? N'oublie pas, là. Si toi, tu as un fils ou une fille qui veut aller dans le département de la médecine, il y a des critères. Il faut que tu aies un certain montant d'argent, mais il faut que tu aies des notes qui sont équivalentes, c'est ça. 4 à 6 000. 4 à 6 000. Qu'est-ce qu'on découvre? C'est McGill cherche de plus en plus des étudiants qui viennent d'en dehors. Et c'est entre 40 et 60 000 $. Et on ne regarde pas leurs notes. Okay. C'est-à-dire, vous voyez, c'est une organisation à but non lucratif qui fait une fortune avec des étudiants qui viennent d'en dehors du pays, qui viennent étudier ici, si tu es chinois, n'oubliez pas, là, il y a énormément d'espions, que c'est l'État lui-même qui paye pour que tu vas dans les départements de la médecine, dans la science et tout ça, et tu viens ici. Ça te coûte 60 000 $. L'État coûte 60 000 $ chinois, mais il vient voler peut-être certaines études et certaines affaires. C'est-à-dire, vous voyez comment qu'on doit faire un nettoyage complet là-dedans parce qu'il y a tellement de petites affaires que peu de personnes savent que nous autres, avec une démocratie directe, bien, il va y avoir des gens qui vont se positionner dans toutes les places puis ils vont allumer. Et pourquoi que les journalistes ils ne le font pas? C'est parce qu'il y a beaucoup plus de corruption qu'on pense et ça touche des gens beaucoup plus influents. Et c'est pour ça qu'ils se font taper ses doigts quand ils vont. Parce qu'il y a énormément de bons journalistes au Québec. C'est le problème, c'est que quand ils vont pour le donner à l'éditeur, il dit non, cette histoire-là, on ne la passe pas. Non, celle-là, on ne la passe pas. C'est juste pour que les gens comprennent où on est rendu avec ça. Troisième, l'industrie de la construction. Moi, je vais te dire quelque chose, je suis un expert. L'industrie de la construction a énormément de corruption. Et qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que quand j'ai passé à la commission Charbonneau, les chiffres qu'ils disaient, ils parlaient de 20 % à 30 % des chiffres qui étaient pompés pour la corruption. OK? Monter de 20 à 30 % les chiffres plus hauts. OK? Qui allaient directement dans des poches d'entrepreneurs, de ci, de ça, de n'importe quoi. C'est-à-dire les prix montaient. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que si tu crois que la construction a 20 à 30 %, pourquoi que les autres ministères n'ont pas une moyenne de 20, eux autres ici? Bien, juste au Québec, il y a une enquête qu'il faut que soit faite juste sur les systèmes informatiques. Là, je veux dire, oui, on l'a avec la SACLIC. Exactement. Après moi, 20 % t'es bas, mon Ken. Là, si on prend juste moi, je vais être très, très, très pied à terre. Et c'est pour ça que tantôt, quand on va voir des chiffres, toi, tu as dit 160 milliards de dollars, c'est le budget du... Oui, les derniers chiffres, oui, c'est ça. Les derniers, moi, j'avais fait 132, mais 160, 20 %, c'est quoi? C'est 32 milliards de dollars qui va dans la corruption. 10 milliards qui va dans la dette. 32 dans la corruption. 10 dans l'affaire. Le deuxième plus gros budget, après la santé, ça serait la corruption. Et personne ne s'attaque à ça dans les partis existants. 32 milliards de dollars. Peux-tu juste me répéter de où vient le chiffre, l'estimation que la corruption représenterait 20 %? C'est à la corruption, à la commission Charbonneau. OK.
les chiffres qui avaient sorti là, Jacques Chesneau avec tout ça, les montées, les prix montés avec tout ce que c'est, il disait que c'était entre 20 et 30 C'est ça. Ça, c'est les prix des autoroutes, les prix de n'importe quoi. Tout ce qui se fait dans les... Il y avait un 20 à 30 de corruption qui était ajouté. Des pots de vin, n'importe quoi. Mais si tu es logique, s'il y a de la corruption dans un ministère, tu vas me dire qu'il n'y en a pas dans la santé, il n'y en a pas dans l'informatique, c'est être naïf. C'est être naïf, puis pas à peu près. C'est pour ça que quand je t'ai dit au commencement, on fait un audit sur tous les ministères, après tu commences à voir qu'est-ce que c'est. Et si c'est vrai, qu'est-ce que je te dis, Jean-Charles Clérou, premier mandat, est capable de sortir 32 milliards de dollars sans même parler de rien d'autre. Pas couper des postes, là, comme on entend des clowns dire. Pas si, c'est trop. Parce que les gens pensent toujours, on va couper des postes, on va couper des... Couper dans la corruption. Et vous allez voir qu'on va sauver beaucoup plus d'argent. Puis on ne va pas mettre des gens dans la rue et tout ça. Soyez vigilants. Pourquoi qu'au Québec, on a un délateur, un pourri, qui a tué des gens, qu'on donne un montant d'argent pour qu'il dénonce le crime organisé, ou on donne des millions, puis on n'a jamais un programme pour des sonneurs d'alerte. Ouais. Pensez à ça 2 minutes. Ben ça, c'est comme un groupe derrière Démocratie Directe. On a un groupe de regroupement justement de lanceurs d'alerte que, je veux dire, l'éthique ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. Jean-Charles, tu dis à les comptables, le ministère de la Santé, si vous découvrez quelque chose, 2 on va garder votre nom protégé et on vous donne 2 du montant que vous avez fait, whatever, 3 c'est un chiffre qui est logique. Il faut avoir des gens qui vont s'avancer, ils ne vont pas avoir peur de perdre leur job, ils ne vont pas finir comme moi, puis ils vont être capables de dénoncer et tout ça sans avoir l'étiquette que délateur. Parce que les pourris, j'en ai plein de petits tatas, là, qu'eux autres, Pereira, tu as dénoncé la FTQ, tu sais. Tu étais comme eux autres. C'est juste que ils n'ont aucune idée qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai passé à travers et tout ça. Et moi, je dis, si on avait un meilleur système de rémunération, le système judiciaire il est corrompu de A à Z parce que s'ils donnent de l'argent à des tueurs, on a un De Silva à ce moment, qui est un délateur, qui est en prison, qui a reçu au-dessus de 3 millions de dollars pour dénoncer d'autres tueurs. OK? Puis on ne va pas donner de l'argent à des gens qui connaissent encore plus que moi, qui sont dans la santé, qui sont dans la comptabilité, qui sont dans tous les ministères qui pouvaient aider, franchement. Et ça ne coûte à rien. C'est pour ça que Démocratie Directe, tous les contrats sont finis, tous les hauts fonctionnaires, il n'y en a plus un qui a un job garanti à vie. La notion de tablettage est terminée et l'imputabilité est réinstaurée. Mais encore, Jean-Charles, regarde bien ça. Si tu découvres, OK, qu'il y a un montant qui est forfaitaire, qui est disparu. Là, il faut que tu vas voir le haut fonctionnaire et dire, comment ça que tu n'as pas vu ça? Toi, ça fait 20 ans que tu es là. Puis nous autres, on a des sonneurs d'alerte en dans 6 mois. On a vu le budget. On a été capable de découvrir. On a parlé aux gens. On les rémunéré avec un petit cadeau d'un 2 d'un 3 que ça peut être énorme. Et on a mis 32 milliards de dollars dans les coffres de l'État. OK? Il y a des gens qui souhaitent qu'on soit élu. Parce que moi, je n'arrête pas de le dire. C'est facile de dire on va envoyer tout au privé, comme si le privé, c'était l'apanage. Non. On a des bons fonctionnaires et la fonction publique a sa place. Le problème, c'est le système. Il y en a dans la fonction publique qui souhaitent qu'une démocratie directe soit élue. Parce que là, ils savent qu'ils ne peuvent pas parler parce que le deux de pique qui vont dénoncer, qui est peut-être 2 échelons plus haut que lui, il ne perdra jamais sa job. Ils savent tout. On a des bons fonctionnaires, je vous le dis, on a des bons. Mais le système fait en sorte que les bons n'ont pas bien de promotion. Yann et Frank, il y en a plein d'autres comme ça qui disent, ils poussent le privé. Cube pousse le privé. Moi, je vais te dire quelque chose, je vais te dire à n'importe qui veut m'entendre. Dans l'industrie de la construction, les entrepreneurs, c'est tout du privé. Ouais. C'est tout du privé. Y en a-t-il de la corruption dans le privé?
C'est ça. Les films d'ingénierie, c'est-tu du privé? On vient de traverser la crise COVID. Il y a assez de privé en sciences santé? Tout est privé. On va arrêter ça avec le privé comme si c'est la fin du monde. Ah, eux autres sont corrects. C'est exactement. Il faut vraiment regarder ça d'un autre bord, puis il faut le vivre, le connaître de qu'est-ce qui se fait. OK? Moi, je les ai toutes parlé, je les connais à peu près toutes. Et c'est important de comprendre, tu sais. Hey, Ken, avant que tu partes dans ton sujet, j'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est vraiment une question ouverte, ça se peut que tu n'aies pas réponse. Hein? Si tu n'as pas réponse, tu me diras, je vais m'informer, je te reviens. Vu que tu as parlé de syndicats, puis là, avant qu'on parte dans la corruption, puis là, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui a brassé pas mal des syndicats, je veux te parler du cas, en tant que citoyen, du cas de Magali Picard, comment moi je le vois. Je vais te le présenter comment je le vois, puis tu me diras, non, Jean-Charles, tu es dans le champ, ta vision n'est pas bonne, nanana, les règles, bon. La situation de Magali Picard, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui ne l'ont pas vu passer, c'est l'ancienne présidente de la FTQ. C'est la présidente. Elle est là encore. Elle n'est pas partie au fédéral là, quand elle a des mandats pour négocier avec Carney? Non. Elle est présidente de la FTQ. Elle est encore présidente? Elle est présidente de la FTQ centrale, oui. OK. Mais le fait qu'elle ait pris de l'argent, parce que moi, je l'ai vu passer, ça me trotte dans la tête depuis tout ce temps-là, mais je me suis dit, s'il n'y a rien qui se fait, ça doit être légal, mais pour moi, c'est pas éthique que tu as Magali Picard qui s'est payé des pubs, c'est clairement montré que c'est financé par la FTQ et qui a fait la promotion d'un parti politique. Là, j'étais là quand la FTQ, un syndicat, c'est là pour protéger des travailleurs. Là, elle prend l'argent des travailleurs qui travaillent à soir de leur fonds pour nourrir leur famille, pourrait se payer des pubs avec cet argent-là pour pousser un parti politique. Bon, tout le monde l'a su, là, les libéraux, même si on n'est pas d'accord. Moi, c'est le principe que tu prends de l'argent des travailleurs pour te payer des spots pubs. Moi, ce qui m'est monté, Ken, dis-moi si j'ai tort, pour moi, ça devrait être au criminel, c'est du détournement de fonds. En quoi la mission de la FTQ, c'est de faire de la politique? Tu sais, je veux dire, elle est là pour présenter ses membres. Viens pas me faire croire que 100% des gens syndiqués à FTQ sont... Puis tu sais, je m'en fous, conservateurs. Je veux pas faire de partisanerie. Elle aurait fait de la publicité pour les conservateurs, je penserais à la même affaire. Elle aurait fait de la publicité pour Maxime Bernier, je penserais à la même affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec le... C'est le fait qu'un président de syndicat prend l'argent de ses travailleurs pour faire la promotion. Jean-Charles? C'était du détournement de fonds, mais j'ai-tu tort? C'est quoi les règlements? C'est comment ça marche? Je vais te dire quelque chose. Tu sais, tantôt, je t'ai dit le C377, j'avais passé. Oui. C'est à but non lucratif pour montrer où va l'argent de nos syndicats. C'est-à-dire, si la loi allait rester en place, parce qu'elle a passé sous Harper, puis Trudeau, quand il est arrivé en place, il l'a enlevé. OK. Mais moi, là, Jean-Charles Cléroux, c'est le président de la FTQ. OK? Puis on va voir dans les comptes de dépenses, OK, de la FTQ, puis on voit que Jean-Charles Cléroux a gaspillé 1 million de dollars en annonces publicitaires pour dénigrer Pouliev. OK? OK. Les membres, s'ils savaient, ils vont au meeting général, puis ils disent « Madame Magali Picard, qui vous a donné le mandat de faire ça? Jean-Charles, qui t'a donné le mandat de prendre l'argent des contribuables syndiqués pour faire les annonces publicitaires pour un parti que toi, tu n'aimes pas, que toi, tu trouves pas bon, que toi, tu penses qu'il est antisyndical? Tu nous as-tu mis... Si Magali Picard ou Jean-Charles Cléroux, je donne un exemple, va devant ses memberships et dit « J'ai besoin de 2 millions de dollars pour faire des annonces contre ce parti-là qui est anti-syndical, qui va, et ça passe à la réunion générale, j'ai pas de problème. » C'est ça. Tu comprends? Et c'est pour ça que moi, la loi C377 était si importante pour moi, parce que moi, je dis, vous n'êtes pas au-dessus, c'est à but non lucratif. J'ai déjà dit ça à ceux qui voulaient l'entendre. Éric Gravel, je ne le connais pas, tu sais, je le connais, mais je ne le connais pas, mais lui, là, il s'achète une maison dans le sud. C'est son argent.
Ouais. J'ai pas à dire, hey, tabarouette, qu'est-ce que tu fais avec ton argent? C'est lui, c'est son partenaire, sa femme, qui dit, oh, relax un peu, là, whatever. Mais à part de ça, il est au privé. C'est à lui l'argent. Mais à but non lucratif, tu n'as rien à faire. Tu dois parler à tes membres. Et c'est pour ça que j'ai fait. Je m'ai pogné avec plein de gens. Parce que, il y en a qui ont parti des fondations, puis ils ne voulaient pas faire des chartes. Et c'est moi qui donnais des noms, puis je donnais des chartes. Puis lui, le petit comptable, il se prenait pour le plus intelligent, puis il savait pas. Et je l'ai mis à sa place parce que fais des chartes, explique ça, mais protège-toi. Pas juste pour toi, mais protège pour le prochain qui va prendre ta place. C'est pour ça que je dis, tout est valide. Comme un premier ministre. C'est pas son argent, 160 milliards du budget du Québec. C'est l'argent du peuple. Oui. Il doit des comptes au peuple. Oui, je comprends. Mais Jean-Charles, si à un moment donné, je vais te donner un exemple. Tu es en train de négocier une entente interprovinciale, ouais. OK? Avec un autre, avec l'Ontario. Tu t'es assis à table avec Doug Ford. Bien, tu ne vas pas aller manger au McDonald's. Non. Okay? Tu vas aller manger dans un restaurant et peut-être c'est toi qui vas prendre le bill et lui va prendre le bill. Quand ça arrive, les petits journalistes, les petits potins tata, là, ils vont dire « Oh, tabarnak, il a gaspillé 10 500 $ en voyage et tout ça. » Moi, où j'ai un problème, c'est montrer les chiffres. Ah oui? Et laisser le peuple décider. Laissez pas eux autres. Il ne faut pas le savoir par la banque. C'est le peuple, comme tu dis, le citoyen à le savoir. Il est là devant toi. Puis après, la justification, moi, quand j'étais leader syndical, je peux arriver à Gilbert Vachon qui nous écoute parce qu'il était président de mon exécutif. Il disait, Gilbert, j'ai amené le président de Alcan au restaurant. Ben, moi, ça, je pense que la majorité du monde le conscientise que tu vas à un souper, bon, tu es dans des affaires, bon, OK, ça a coûté 200$. Le monde savent là, que ça coûte aujourd'hui. C'est pas là que le monde chigne. Moi, je pense que ce que le monde chigne, on a un parfait exemple, comme tu viens de dire, puis même pas hypothétique, là, et concret. Tu as François Legault, qui est le premier ministre du Québec, dans le fond, qui est l'employé de tous les Québécois. Puis, tu as le président d'Hydro-Québec, qui est une société d'État, dans le fond, qui est la compagnie des Québécois. Ouais. Les deux se font un meeting. On ne sait pas ce qui s'est parlé. Puis François Legault, le caviardé, le scellé pour les 60 prochaines années. Attends une minute, tu es mon employé, puis tu as parlé au président de ma compagnie, puis tu ne veux pas me dire de quoi vous êtes parlé. Ils sont déconnectés, ce monde-là, Ken. Tout à fait. Oublie jamais, là, à la commission Charbonneau, il y avait des affaires qui sont éclavardées pour 99 ans. Oui. Tu comprends, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et ça, ils disent qu'ils nous représentent en plus. Oui, on est dans un système représentatif. C'est ça. Ça, c'est important que les gens... Puis c'est pas des affaires qui coûtent cher. C'est juste mettre en place des structures qui disent ce qu'on va faire, on va le faire. Ça va prendre 6 à 7 mois, mais on va le faire. Puis je vous le dis, on va être capable de mettre en place un système qui est adéquat, qui va sauver de l'argent parce qu'on va avoir des yeux là-dessus. Et la construction, parce que je la connais, je vais vous donner 2 exemples très importants. À un moment donné, je passe à la commission Charbonneau, c'est bien beau, et j'ai la plus grosse firme d'avocats qui m'appelle de Montréal. OK? Puis ils me disent, viens-t'en au centre-ville, Ken, j'aimerais ça te rencontrer. Ça, c'est pro-patronal au maximum. Il représente la fonderie Horn en Abitibi. C'est son client. Puis là, il me dit, Ken, j'aimerais ça que tu viennes témoigner comme témoin expert. Je lui dis, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je témoigne? Il dit, j'aimerais ça que tu témoignes entre les liens entre la CCQ, c'est la Commission de la construction du Québec, et la FTQ, la Fédération des travailleurs du Québec. Les liens entre, mari, femme, les hauts dirigeants avec les hauts dirigeants, les liens, on peut dire, comme toi puis moi, disons, si on est des frères, toi, tu es à la FTQ, moi, je suis à CCQ. Il y a des liens qui ne devraient pas être vraiment, mais il est là. J'ai dit, j'en ai 10, mais je vais t'en sortir 5. Lui, il a dit, fantastique, on reste là-dessus, c'est ça. Ils mettent mon nom sur le SPENA qu'ils vont envoyer à la Commission de la construction du Québec pour dire, ça, c'est nos témoins. Le témoin expert, ça va être Ken Pereira,
Moi, j'ai sorti de la commission Charbonneau, j'arrive là. Une semaine et demie plus tard, je reçois un appel de Jean-Guy Gagnon. C'est le nouveau directeur à la CCQ qui a été mis là en place par Diane Lemieux. OK, Diane Lemieux, la lionne. Elle allait nettoyer la CCQ. Elle allait nettoyer la CCQ. C'est-à-dire, elle arrivait là, et lui, il m'appelle, puis il me dit « Ken, j'aimerais ça boire un petit café avec toi. » Ah ouais, je m'en viens. CCQ, ça, Crémazie, métropolitain. J'arrive là, et tout ça, puis il me dit « Hey, écoute, je ne vais pas tourner autour du pot. J'ai vu ton nom. Tu sais, sa liste. Je sais qu'on ne peut pas parler, mais on se connaît, tu sais. Puis j'ai dit, ben, la première affaire que tu devrais faire, Jean-Guy, c'est peut-être trouver de l'ouvrage pour moi, parce que ça fait 5 ans que je suis barré au Québec. Il m'a fait une. C'est ça. Policier, ancien policier, là. Il a pris sa retraite, puis là, il s'en va représenter. C'est beau. Il me dit, écoute, je donne 3 noms immédiatement. Puis je dis, en plus de ça, Jean-Guy, tu es sur la liste, toi, des témoins. C'est sûr que tu vas être appelé à témoigner. Il dit, oui, je le sais. 2 semaines après cette rencontre-là, la sommité en relation de travail, qui est partenaire pour la plus grosse firme, il me dit, Ken, as-tu une blonde? Es-tu marié? Je dis, pourquoi tu me dis ça? Parce que je te dois un café, un souper, puis un petit bon vin. Je dis, pourquoi? Il dit, écoute, on avait des très bonnes chances de gagner la cause, mais le clou dans le cercueil, c'est quand ils ont vu ton nom, puis ils nous ont réglé hors cours. Ils ont réglé la plus grosse entente. Jamais donné. Écoute bien, ça, c'est important de comprendre parce que c'est de l'argent qui a été donné par une entité gouvernementale, OK? Non, une entité syndicale. Non, excuse, time out. Une entité gouvernementale, la CCQ, à une entité indépendante, la Fonderie Horn. C'est-à-dire, la Fonderie Horn a gagné le plus grosse entente dans ce temps-là, jamais donné par la CCQ. Ça a été donné hors cours, c'est-à-dire, il n'y a pas de papier qui démontre. La seule raison que je le sais, c'est parce que je me l'ai fait dire, parce que j'étais là au bon moment, à la bonne place. Combien d'autres ententes qu'il y a de même que le citoyen ne sait pas? Que quand eux autres, la seule raison qu'ils ont nettoyé, ils ont réglé hors cours, tu sais pourquoi? Ça aurait exposé l'infiltration ou le copinage ou la collusion entre la CCQ et la FTQ. Ils n'ont pas voulu démontrer ça, c'est-à-dire qu'ils ont réglé hors cours. Pensez à ça. Ça coûtait moins cher. Hein? Ça coûtait moins cher de régler hors cours. C'est pas juste pour coûter moins cher, c'est sauver le cul à certaines personnes qui font encore de la collusion ou qui font encore du copinage. Et pour démontrer que non, on se cache derrière une bannière, mais nous autres, on est bien beaux et tout ça. Ça s'est été fait avec des gens nouveaux qui viennent du monde policier, judiciaire, puis ils disent, nous autres, on va nettoyer la cabane. Mais quand c'était bon pour nettoyer la cabane, tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé leur calice de gueule, puis ils ont signé un chèque. Et ça, je dis les noms parce que j'étais là. J'ai pas peur de les dire. Et j'ai des trous de cul à TV, OK? Pas à TV, sur mon site, puis tout ça, qui me dit, oh, qui dit que c'est vrai, ça? Si les noms, je disais, là, c'est pas vrai, je m'aurais fait actionner, ça fait longtemps, Nasty. Tu comprends-tu? Ouais. C'est pour ça que je dis, réveillez-vous. La collusion est partout au Québec. Elle est partout dans toutes les sphères, de les universités à la construction. Et si moi, je connais la construction, il y en a d'autres. La deuxième histoire, je peux te dire, les firmes d'ingénierie. OK? À un moment donné, je passe à la commission Charbonneau, puis il y a 2 gars, 2 ingénieurs d'une firme la plus réputée au Québec qui me disent « Félicitations pour ce que tu as fait. » Puis j'ai dit, vous êtes dans l'industrie de la construction? Oui, par la bande, on est des ingénieurs. J'ai dit, OK, fantastique. Et il dit, écoute, Ken, c'est juste le type de l'iceberg. Puis j'ai dit, ah ouais, pourquoi vous ne dénoncez pas? C'est le type de l'iceberg. Il dit, es-tu malade, toi? On va tous se faire mettre dehors. On va faire sauter le Québec. 2 partenaires seniors une des firmes les plus importantes au Québec me dit à moi propre directement, dit, félicitations, fais-les toi, mais nous autres, on ne va pas le faire. On a trop à perdre. C'est-à-dire, vous comprenez pourquoi moi, je considère ça direct, démocratie directe, c'est comme un flashlight.
on est dans la noirceur, on entend les crises de coquerelles partout, mais on ne sait pas si sont là. Et le flashlight de la démocratie directe arrive, puis on les voit. Pour la première fois, on est capable de voir le bruit s'identifier aux coquerelles. Puis les coquerelles, c'est nos politiciens. Les coquerelles, c'est nos corruptions qui sont là depuis des années et des années. Puis ils font la pluie et le beau temps, puis tout le monde ferme leur calice de gueule parce qu'ils ont un beau siège capitonné, très beau, puis ils veulent le garder, ce siège-là. Puis ils s'en contrebalancent de la dette de qu'est-ce qui se passe au Québec, carrément. Tu sais, Ken, ça fait 55 minutes qu'on est commencé, mais je vais finir avec l'image. On a déjà fait un show ensemble, puis on a ri. Fait qu'on va finir sur un petit brin d'humour avant de tomber sur tes sujets chauds que tu vas dire, là, tu vas prouver qu'il y a des places que vraiment, mais c'est comme ceux... Moi, dans le fond, la politique, la manière que je regarde ça en dehors d'une démocratie directe, là, que c'est carrément un changement de système, moi, la politique, comme je regarde ça, là, tu parles de la lutte à tout le monde. Tout le monde, ouais, la lutte, c'est arrangé. Ben moi, pour moi, la politique, c'est la même affaire. La CAQ, le PQ, les libéraux. Moi, pour moi, là, c'est tous des lutteurs qui sont là pour nous divertir, faire à croire qu'il y a de l'opposition, qu'il y a un bon, qu'il y a un méchant et tout ça. Mais ils sont tous dirigés en haut par McMahon. Tu sais, la WWE, c'est ça. T'as McMahon qui est en haut, mais c'est lui qui donne les contrats aux méchants, aux bons, puis qui fait le spectacle. Puis... Le méchant, dans un mois, c'est un bon. Et qui est des estrades, c'est nous autres qui payent le billet. C'est ça. On vote pour un gars, puis on vote pour l'autre, mais dans le fin fond, ils voyagent ensemble, puis ils mangent ensemble, puis ils savent exactement qui va gagner la semaine prochaine. Absolument... Moi, c'est ça que ça me fait penser, là, présentement. Le système dans lequel on est, c'est un show. Fait que... Montre-moi la première photo, si tu veux. Ça. OK. Là, je vous fais des exemples, mais il y en a plein d'exemples. Mais la banque Toronto Dominion, c'est en anglais, ça, je vais la traduire. Ils sont fait pogner par une amende historique de 3 milliards de dollars. N'oubliez pas, parce que le blanchiment d'argent. L'importance de ça en 2024, ce n'est pas en 2016, là, 2024, c'est les États-Unis qui les ont pognés pour du blanchiment d'argent. Qu'est-ce que c'est important à savoir? C'est qu'aucun des dirigeants ou dirigeants a été arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une volonté politique de faire le nettoyage et le ménage. Quand je vous dis qu'il y a de la corruption partout, le Toronto Dominion, il n'y a pas de succursales qui ont fermé. Il n'y a pas de banquier qui a été arrêté en menottes. On les a traînés devant les caméras. Les caméras n'étaient pas là pour dire dans les cours, c'est Ken Pereira, président, directeur de la banque Toronto Dominion, a été pogné avec 100 000, 200 000, 500 000 $ de blanchiment d'argent par semaine. 3 milliards de dollars, OK? Puis ils ont plaidé coupable pour avoir une réduction dans la peine. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on est capable de minimiser qu'est-ce qui s'est passé, et moi, si je parle, puis on va avoir un banquier, on va inviter le banquier, toutes les parties vont inviter un banquier avant un Pereira ou avant un Jean-Charles ou un Jean-Noël ou un Éric Gravel ou un Gilbert Vachon ou n'importe qui avant ou un Dan Pilon. Ouais. Jamais, ou un André Pitt. Jamais qu'ils vont faire ça. Et même nous autres, on va donner dans le monde, on peut dire des podcasters, on va donner crédit à ces pourris-là de banquiers comme si... Tu sais, moi, je vais te dire un dicton que tout le monde sait. Il y a 100 ans, là, on gardait l'argent dans nos matelas. On avait moins peur du feu, on avait moins peur des voleurs que des banquiers. Pensez à ça. Aujourd'hui, on met des banquiers en politique. Ben, moi, ce que j'aimerais avoir, parce que je l'avais vu passer sur Toronto Dominion US, puis tout ça, pour blanchiment d'argent. Puis moi, mais en tout cas, il y a eu une autre cause que quand tu m'avais parlé de ça, c'est très à propos. Hein, je suis en gestion de patrimoine avant, fait que je sais comment ça marche. Mais, je la nomme toujours. Desjardins qui ont été reconnus coupables. Mais quand tu regardes l'amende,
versus le nombre de primes, c'est quasiment dire, ben continue, là, puis si on te repogne, ben, tu repayeras une amende. Exactement. C'est même pas des amendes dissuasives. C'est genre, c'est comme là, là, j'ai pas les chiffres de ce cas-là, mais là, 3 milliards d'amendes, puis ouais, mais c'est parce que la quantité d'argent qu'ils ont fait tourner sur la plaque, puis de blanchir, puis les commissions, puis tout ça, c'est qu'ils ont fait 5 milliards ou 10 milliards de profit avec ce fonds-là. Ah, là, la grosse amende de 3 milliards. Mais moi, où je m'en vais avec ça un peu, c'est la volonté politique. Ouais. De dire, on va arrêter, on va fermer, on va aller en enquête, on va UPAC, n'importe qui qui est parti du gouvernement, dire wow, il va y avoir des têtes qui vont rouler, là. C'est pas juste des amendes, là. C'est pas juste des amendes, là. Ils savaient très, très bien qu'il y avait un blanchiment d'argent. C'était reconnu. Ils ont reconnu coupable. Pourquoi? Pour pas payer plus que juste l'amende. Ouais. La deuxième feuille, montre-moi quelque chose. OK, ça, c'est Oxfam. C'est quelque chose. Il n'y a aucune volonté politique pour dire, tu sais combien d'argent qu'il y a dans les paradis fiscaux? Paradis fiscaux. On cherche la pauvreté. Tu sais, l'argent, les totounes, les nonones politiciens. On va mettre 3 millions de dollars dans les sans-abri. 3 millions, puis tout ça, puis n'importe quoi. Puis il y a 3,5 trillions de dollars dans les paradis fiscaux. Ça, c'est des gens, des corporations qui ne payent pas de taxes. Il n'y a aucun politicien de Donald J. Trump, OK, à le plus petit Éric Duhem. Il n'y en a pas un qui dit, moi, je vais m'attaquer aux paradis fiscaux. Moi, je vais aller chercher de l'argent dans ces paradis fiscaux-là ils vont aller contribuer leur juste part. Parce que 3,5 trillions de dollars, ça règle tout le problème de santé, la dette. Ça règle tout, partout sur la planète. Vous comprenez? Oui, mais nous autres, ici, on a Mélanie Joly qui était responsable à l'époque pour l'économie, puis elle a fait un deal avec Netflix. Puis Netflix n'est même pas obligé d'aller dans les paradis fiscaux, puis il a donné une absolution de taxes et d'impôts à condition qu'ils investissent un peu dans la culture. Mais as-tu remarqué qu'il n'y a personne qui touche? Personne, pas un politique qui touche ça. Et c'est des idées que peut-être démocratie directe devrait au moins regarder. Troisième, si tu veux. C'est déjà regardé. Okay. Hey, c'est qui ça? Ken Pereira en faveur de rendre public les états financiers des syndicats. Okay. Ça, c'est simple. Je veux juste vous dire quelque chose. Moi, j'ai rencontré la CAQ quand elle était dans l'opposition. OK? Puis quand j'ai dit ils ont des gros problèmes, le mouvement syndical. C'est corrompu, puis pas à peu près. Tu sais, qu'est-ce que Legault m'a dit? Non. Il m'a dit, François? Oui, François Legault. Il m'a dit, écoute, Ken, on n'a pas de problème. C'est pas notre priorité. On a une institution qui s'appelle la CCQ. C'est très bien géré. Puis c'est pas l'affaire la plus importante de qu'est-ce qu'on demande. Avance l'autre feuille après. La CAQ, après que j'ai passé à la commission Charbonneau, Jacques Chesneau est venu me chercher pour que je prenne la place de Jacques Chesneau à Saint-Jérôme, sous la CAQ. Puis moi, j'ai dit à Jacques Chesneau, Jacques, quand je suis allé voir les beaux caquistes pour dire qu'on avait des problèmes, ils m'ont dit non. Mais là, je suis devenu la saveur du mois. On m'a offert la CAQ. Tu sais, qu'est-ce que j'ai dit? Mange la marde. Mange la marde. OK? Là, je suis important parce que je suis une petite vedette. Et c'est juste pour montrer comment c'est des prostituées, ces gens-là. OK? J'étais pas important, mais quand j'ai dénoncé, puis je suis devenu la saveur, puis j'ai passé 2 fois, tout le monde en parle, puis j'ai passé au bye-bye, puis toutes les calices d'affaires, là, tout à coup, là, ce gars-là, il vaut la faveur. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai des gars, Éric Duhem, je l'explique, beaucoup d'autres, que j'aime tous, hein, je les aime tous, ces gars-là, je les connais tous. Okay? J'ai un de mes chums qui est Gilbert Vachon, qui s'est battu pour les aînés comme peu de personnes. OK? Et c'est peut-être un candidat futur de la démocratie directe. Et qu'est-ce que lui a fait? C'est un des gars qui est seul au Québec qui a fait changer une décision
une décision du coroner sur la mort de sa mère. Il faut le Ah. faire, tabarnak, là, tu sais. Il l'a fait avec une plaie de lit, de grosseur d'une balle de golf. Qu'est-ce que c'est important à savoir? C'est que pas important parce que c'est pas un docteur, c'est pas un avocat, c'est pas un comptable, c'est pas ici. Et c'est ça qu'on doit. Ça, ma cinquième affaire importante à comprendre, c'est que, ouais, celle-là, avant celle-là, on entend beaucoup les politiciens et les partis dire 50% femmes, 50% hommes. Tu entends ça parler, hein, souvent. C'est 50-50, puis ça, c'est la grande affaire. Là. C'est 50% des hommes, 50% des femmes. Et là, ils sont tout fiers de dire, oh, on est à 51-49. Mais je vais expliquer quelque chose à les gens. Si tu as 100 personnes, OK, en élus, OK, je vais prendre un chiffre 100, tu as 25 ingénieurs femmes, 25 ingénieurs hommes. Tu as 10 docteurs hommes, 10 docteurs femmes. Tu as 15 avocats femmes, hommes. Si tu as juste 100 professionnels, est-ce que tu as vraiment juste 50-50 ou tu as juste attitré à des professionnels? As-tu des femmes au foyer? As-tu des femmes monoparentales? As-tu des familles à faible revenu? As-tu un gars qui a passé à travers les durs moments, qui est dans l'industrie de la construction, qui n'est peut-être pas le vocabulaire le plus élaboré, mais il connaît ça en esti, puis il est capable de faire un budget. C'est pas une esti tarte, esti. Une femme monoparentale, là, seule à la maison, qui est capable de faire un budget, tu penses-tu qu'elle n'est pas plus fiscaliste que les tatas qu'on voit en politique à ce moment, qui nous mettent en dette puis qui ne connaissent rien de la fiscalité? C'est là où je dis, c'est beau 50-50. C'est beaucoup plus important d'avoir une diversité, de savoir que ça vient de tous les aspects de les sphères économiques du Québec. D'un gars qui fait 300 000 $ à un gars qui fait 30 000 $. Ouais. Ça, pour moi, c'est parce que tu le mets dans la même... Et c'est comme Socrate, c'est comme les Grecs, quand ça commençait avec la vraie démocratie. C'est commencé à dire, tout le monde va être invité à la table. Tout le monde va être invité à la table. Clérou, qui est éduqué, qui est universitaire, qui fait 500 000, et Pereira, qui nettoie les planchers. C'est de même, la démocratie. Et les deux ont un siège et les deux ont un vote. Ça, c'est important. Et les gars comprennent. Et c'est démocratie. C'est pour ça que je voulais m'associer d'une certaine forme à démocratie directe, parce que si ça garde ses racines, il n'y a pas rien qui bat ça. Zéro. Exact. L'autre, je vais te montrer un autre. Ça, c'est important de comprendre. À Chicago, OK? Les parcomètres ont été vendus à des firmes indépendantes pour payer la dette de la ville. OK. Sur papier, c'est une histoire incroyable parce que a été vendu pour 2,6 milliards de dollars. OK? Fait que c'est comme si Montréal, tous ces parcomètres qu'il y a, vendraient ça au privé 2,6 milliards. Exactement. OK. Ils ont à peu près les mêmes. Ils ont 36 000 parkings à Chicago. Montréal, un peu moins, mais je veux dire, n'oublie pas, là, c'est 2,6 milliards américains. OK? Qui est rentré d'un coffre de la ville pour... La ville, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a su plus tard? C'est que les calculs, la ville était associée avec certains de cette firme-là, puis ils l'ont vendu à rabais parce qu'il aurait pu vendre 10 milliards et plus. Oh! OK? Tu vois la corruption encore qui arrive. Imagine si le Québec, Montréal, je te parle de Montréal, les grosses villes, Montréal, Québec, Trois-Rivières, Laval, vendent les parcomètres, OK, à des firmes indépendantes, vont chercher un montant forfaitaire, on payait la dette de la ville immédiatement. Mm-hmm. Pensez à ça. Il n'y a personne qui pense en dehors de la boîte. Il pense juste à ça. Et tout le monde va dire, ouais, mais Ken, là, maintenant, c'est des firmes. Oui, je suis d'accord. C'est des firmes indépendantes. Mais
notre génération a payé. Le maire de cette ville-là a payé la dette totale de Montréal. Montréal retourne avec zéro. Et c'est ça qu'il faut penser. Il faut commencer. Je ne te dis pas que cette histoire-là, elle doit être faite exactement, mais on doit penser en dehors de la boîte. Et des démocraties directes avec des nouvelles idées, avec de nouvelles affaires. Moi, je l'ai su il y a 7 ans quand j'ai vu ça, puis j'ai vu la corruption. J'ai vu qu'ils auraient pu le vendre beaucoup plus cher, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'il y avait quelqu'un dans la boîte qui a donné un break à cette firme-là. C'est-à-dire, ils sont fait avoir à Chicago parce qu'ils l'ont juste vendu. Mais imagine, tu vends ça à 5, 6, 7 milliards de dollars US, c'est 10 milliards canadiens. Ouais. Tu payes toute la dette de la ville de Montréal, de même, fini. Le maire devient le plus grand maire dans l'histoire du Québec parce qu'il n'y a plus de dette. Il n'y a plus de dette. Il recommence à nouveau. Il peut se mettre en dette, c'est sûr, mais il n'y a plus de dette et tout ça. Il faut penser en dehors de la boîte. Il faut penser. Si Démocratie Directe est capable de venir avec d'autres gens, c'est pas juste faire du là. Ça serre ensemble. Et ça, de ce que tu parles chez Démocratie Directe, Ken, c'est notre engagement numéro 3. Ça s'appelle des comités citoyens, puis comme un moment donné, les solutions vont venir de la base. Puis c'est pas à un parti de bloquer des idées citoyennes qui sont sur le terrain. C'est que il y en a, exemple, l'idée que tu viens de donner des parcs Comaille, il y a un comité citoyen qui s'est présenté, il y a d'autres groupes citoyens qui n'aiment pas ça. Il y aura un débat sain. Parce que là, la partisanerie, la seule chose que ça fait, c'est que ça nous empêche de réfléchir parce que je suis pour un, fait que je suis contre l'autre. Non. On peut-tu se parler, débattre, revenir sur le gros bon sens, parce que ça, on dirait qu'au Québec, ça a disparu comme neige au soleil, le gros bon sens. Tout à fait. Peux-tu juste ça? Je suis pas obligé d'être d'accord avec toi sur tous les sujets, Ken, pour qu'on se parle. Absolument. On n'est pas Dieu, là. On n'est pas Dieu, on ne sait pas tout. C'est ça. Fait qu'au moins, c'est ça que des démocraties directes qui favorisent, c'est que les solutions, à un moment donné, doivent venir de la base. C'est ça, des comités citoyens. Ils ont ce pouvoir-là. Je vais t'ajouter quelque chose d'autre. Au Canada, il y a 86 000 organisations enregistrées au Canada à but non lucratif comme des groupes religieux. OK? Comment tu m'as dit ça, excuse? 86 000 Okay. groupes, des églises, on peut dire, pour qu'on comprenne. Okay. Okay? Dans les derniers 10 ans, il y a 40 000 nouvelles maisons, temples religieux, des mosques, OK? Des synagogues, des temples hindous, des sikhs, des bouddhas. Et qu'est-ce que c'est fait? Sur les 40 000, ils disent que 3/4, c'est unifamilial. C'est-à-dire, c'est des gens qui ont déclaré qu'ils sont un groupe religieux, mais ils ne payent plus de taxes municipales. Ils ne payent plus de taxes. C'est-à-dire, ça, c'est toutes des affaires qu'on doit aller récupérer parce que c'est caché sous la bannière. Ben oui, mais moi, Ken, tu sais, j'ai mon oncle qui est fiscaliste, puis moi aussi, j'ai étudié là-dedans, j'ai une formation fiscaliste. Même matin, je peux t'en partir une organisation? Je sais. Jean-Charles Cléroux, non, mais qu'est-ce que je veux dire? GC, Jesus Christ. Ouais. Et je te dis, Ken, donne-moi 30 de ton salaire, 40 de ton salaire déductible d'impôts. Mais moi, mon église, elle jette des terrains, elle jette des maisons, puis tu donnes 40-50 de ton salaire, puis tu es logé, puis tout ça, tu fais partie de ma religion. Aucune maison pour le développement immobilier. Les temples de Jéhovah, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans les dernières années, ça a explosé. Ça a explosé. Et c'est pour ça que des groupes politiques doivent commencer à mettre la vis un peu plus serrée parce que toi puis moi, on a une maison, on la paye, on paye, puis on paye nos taxes. Mais à côté de moi, il a décidé de changer sa maison, puis il l'a changé en temple, mais il ne paye plus de taxes et tout ça. C'est des revenus qui ne viennent plus au l'État. Et toi, le cave, moi, le médio, ben moi, je le paye et tout ça. Une autre affaire très importante à comprendre, puis c'est aller à regarder ailleurs, c'est les propriétés OSBL. OK? Souvent, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est important qui se fait. C'est des logements abordables. C'est des multi-logements poussés par, je te donne un exemple, puis je ne veux pas utiliser ce nom-là plus qu'un autre, là, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Le Fonds de solidarité FTQ, elle aide énormément. Si tu l'as sur une certaine bannière, tu as des crédits d'impôt
qui viennent par le gouvernement envers ces sociétés-là qui aident. C'est-à-dire, ils disent 10 15 de les logements, c'est à prix réduit pour que les condos, c'est dans un quartier résidentiel, c'est fait pour des familles abordables, pour faire des prix moins chers, des loyers plus bas. Là, qu'est-ce qui se passe? En Californie en particulier, et nous autres, on prend beaucoup des exemples, c'est qu'en Californie, ils font énormément ce style-là. Ils reçoivent des subventions de l'État, du fédéral et de l'État, et parce que c'est des OSBL, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font en retour? C'est qu'ils font pour 3 ans. C'est-à-dire la personne va vivre dans le condo 3 ans, tout ça. Ils vendent le condo à un autre individu après le 3 ans, font le profit énorme parce qu'ils ont eu l'argent du gouvernement et de tout ça. Et après, ils crissent dehors les personnes qui sont là, où ils montent les revenus, ils montent les loyers à un prix ridicule que c'est plus abordable, ils sont obligés de partir. C'est qui fait en sorte qu'il y a un loophole, il y a une petite tactique qui se joue là-dedans énormément. Et c'est pour ça qu'il faut avoir des fiscalistes et du monde, parce qu'il y en a de plus en plus des OSBL, il y a de plus en plus de... Regardez-les, vous allez voir, le premier étage, c'est des maisons à faible revenu, partie d'un système condo et tout ça. Et ils reçoivent des millions de dollars dans subventions gouvernementales. Ça paraît bien pour la ville. On a bâti 10 logements sur 50 qui sont abordables et tout ça, mais dans le fin fond, plus tard, c'est le promoteur qui fait de l'argent, puis pas à peu près. Ouais, c'est des régimes à réviser. Les 2 autres photos que tu m'as envoyées. Montrez-la, parce que je vais te montrer quelque chose. Je vais émettre. La première, ça ressemble à ça. La première, qu'est-ce que je veux vous montrer, pourquoi il y a de la collusion, pour que vous compreniez. Tous les entrepreneurs qui m'écoutent, tous les entrepreneurs dans l'industrie de la construction, c'est plate qu'Éric ait été obligé de démissionner, pas démissionner, mais partir d'urgence. Mais ce gars-là qui est en train, il est sous une grue, il s'appelle Éric Boisjoli. Éric Boisjoli, c'est l'ancien directeur de la FTQ Construction. OK. Pendant qu'il était sur arrêt de travail, burn-out ou accident, il est allé bâtir sa maison à Rivière-Rouge. Pas Rivière-Rouge, excusez. Granville-sous-le-Rouge. J'ai eu l'information et j'allais filmer et j'allais prendre des photos de ce gars-là qui travaillait au noir, on peut dire, pendant qu'il gérait une machine et peut-être qu'il était sous accident, peut-être qu'il est sous médication, je ne sais pas. J'ai donné toute cette information-là, tu sais à qui? À la CCQ. OK. Si toi, Jean-Charles, n'importe qui nous écoute, un directeur d'une compagnie de construction aurait un employé qui travaille pendant qu'il est sous médication ou qui est en burn-out ou qui est au arrêt de travail, puis il est payé quand même par CNSST ou n'importe quoi, il y aurait eu des amendes de le plus haut niveau. Tu comprends-tu? Il n'y aurait pas de chance. La CCQ a décidé de fermer le livre là-dessus puis de laisser une chance. Vous comprenez? Ça va jusqu'à où? Ça va jusqu'à où la corruption et tout ça. Je l'ai donné à Jean-Guy Gagnon, le même. Le même Jean-Guy Gagnon, un ancien policier qui était là. Il l'a pris, puis peut-être qu'est-ce qu'il a fait? S'il a fait du chantage. Peut-être qu'il l'a gardé pour mieux négocier avec la FTQ. Mais lui, ce gars-là, il n'a jamais eu une amende. Mais s'il y avait un entrepreneur qui avait des employés qui travaillaient, et tu sais, c'est quoi le plus pire? J'ai rencontré l'APCHQ, okay, l'Association des contracteurs, et personne ne voulait faire une plainte. L'Association des contracteurs du Québec, ACQ, je n'ai jamais eu de rappel. Ça fait assez longtemps, cette histoire-là. Personne ne voulait. Parce qu'ils ont tellement peur, c'est l'omerta. C'est l'omerta parce qu'ils disent, s'il y a un contracteur qui fait quelque chose contre un syndicat, bon, peut-être qu'il va avoir une représaille plus tard sur un chantier. C'est ça qui arrive. C'est énorme.
Ça, c'était juste ça. Tu peux sortir les autres. C'était juste un exemple qui est directement devant nous, que moi, je l'ai vécu. Et j'ai fait. Et tu sais, c'est qui m'a donné l'adresse et tout ça? C'est un gars de la FTQ Construction, un directeur qui n'aimait pas le directeur général. Hey. Il n'y avait même pas d'adresse à Granville-sur-le-Rouge. J'étais obligé de suivre par GPS exactement la maison parce que la maison, il n'y avait pas d'adresse. C'était sur la terre battue. C'est juste pour te montrer comment il savait où il habitait, le gars. Puis la dernière fois, montrer une idée du budget du Québec. Ouais. Quand tu as dit au début faire un outil, quelque chose, mais n'avoir vraiment le cœur net. Ça ressemble à peu près à ça. À tout le monde qui nous écoute. Santé et services sociaux, 65 milliards. L'éducation est à 20 milliards. Comme toi, là, moi, j'ai fait un calcul de 134, mais toi, tu dis que c'est 160. Ça fait en sorte que ces chiffres-là peuvent être tous montés, boostés un peu d'1 milliard ou 2 milliards chaque, tu sais, pour montrer. L'enseignement, c'est 10 milliards et plus. La famille, 5. Transport mobile, 5 et 6. Justice, sécurité publique, 4. Emploi, solidarité, 5. Vous le voyez. Puis l'intérêt sur la dette, c'est 10 milliards. C'est l'intérêt sur la dette, c'est le troisième plus grand ministère que le Québec a. OK? Simple et clair. La deuxième page, si tu es capable de le montrer. C'est le troisième en importance d'argent où il ne te faut aucun employé, tu as juste un chèque à faire. Exactement, mon homme. C'est assez incroyable. Moi, j'ai fait mes calculs sur le pourcentage que j'avais appris à la commission Charbonneau qui me disait, écoute, Ken, c'est 30 %. On peut même regarder ça à 30 % la corruption. OK? Moi, je l'ai mis à 20 % parce que j'ai dit, je vais aller plus bas. C'est-à-dire, s'il y a de la corruption dans l'industrie de la construction, il y en a partout ailleurs. Arrêtez de penser que vous autres, vous avez des pattes blanches. Puis on a vu ça avec l'informatique, on a vu ça avec la santé, on a vu ça partout. C'est sur 134 milliards, toi tu dis c'est 160, c'est des 160 égale 20 %, c'est 32 milliards de dollars. 32 milliards, c'est des si démocratie directe rentre, puis elle commence à faire la vraie fiscalité avec les vrais chiffres, connaissent les vrais numéros, combien d'employés travaillent pour la ville, combien de ci, combien de ça, c'est combien les entrées et les sorties. On peut aller chercher 26 milliards de dollars au maximum par année. Au plus bas, disons 10 milliards. C'est-tu de l'argent, ça? Ben, on est déjà excédentaire, juste là. Exactement. Exactement. Rien touché, juste ça. Jean-Charles, toi qui vas chercher 10 milliards, il n'y a aucun parti qui est capable d'aller chercher ça sans mettre quelqu'un dehors. Ouais. Et n'oublie pas, là, comme les vendeurs de drogue, quand tu pognes le bas de l'échelle et tu le fais chanter, lui, il va te faire aller à le gars un peu plus haut. Il y a un gars le plus haut, quand tu le pognes, il va te monter à la deuxième échelle. Et à la fin, tu vas le pogner, le haut fonctionnaire. Ouais. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de politiciens qui ont de la volonté politique de faire changer le système. Parce que moi, je te le dis, là, puis je ne me vante pas, j'avais un gars qui s'appelait Jocelyn Dupuis, qui était directeur de la FTQ Construction. Il était collé avec la mafia, collé avec le crime organisé, puis ça faisait 16 ans, 13 ans qu'il était là, puis il était intouchable. 6 mois après que je suis rentré là, puis j'ai dénoncé, il est parti, puis il est parti. Le monsieur qui était intouchable, 6 mois plus tard, il est parti avec sa petite queue entre ses jambes. Tu comprends-tu? Et ouais. C'est ça que je vous dis. Toi et d'autres, on a besoin d'aller chercher des candidats, mais les candidats, s'ils ont une vision qui s'approche à la tienne, et tu as des gars comme Éric puis Jean-Noël qui poussent la vision, Kevin Grenier, tu sais, qui va, des gars, des podcasters comme Daniel Pilon, André Pitt, qui font la promotion, qui poussent des Sam Grenier, des Théo Vox, n'importe qui, qu'on les aime ou on les aime pas, on s'en fout, qui passent. Ça, on a toute la même vision, supposément. On est tous là pour dire on veut changer le système. On s'aime pas, mais on veut changer le système. Mais on doit être ensemble, main dans la main,
chanter Kumbaya, puis avancer le Québec parce qu'on l'adore. On ne va pas s'exiler en Floride, puis parler mal du Québec, tabarnak. OK? Moi, je suis un homme du peuple. Je ne suis pas le policier du peuple. Je m'en vais pas, moi, Reste tranquille, Ken. Hey, je déteste les gens là, qui ont pas de solution, mais ils chialent toujours. Contre le Québec, contre ci, contre ça. Le Québec il est dans la merde parce que nos professionnels nous ont laissé tomber. Les professionnels qui sont au pouvoir ont plus d'éthique. OK? Moi, j'ai connu tous les ingénieurs. J'en connais plus qu'à peu près n'importe qui. Je vais vous donner une dernière histoire, puis après ça, je vais fermer ma crise de gueule. Les ingénieurs. J'ai une firme d'ingénierie encore, connue au maximum, a pogné un projet majeur. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle demande à des usines, des shops locales, est-ce que tu es capable de faire ça en stainless, ces vaisseaux-là, ci, ça, avec certaines modifications à ça. Puis le gars, il dit, ouais, je suis capable de le faire. Donne-moi 6 mois, puis ils vont entre des échanges, des planifications, des dessins, changer. Ils changent la modification du vaisseau. Je parle du vaisseau juste pour que les gens comprennent. Ils changent le prix, tout ça. Quand ils viennent à la fin, puis ils viennent avec un prix, disons, je te donne 400 000, 2 vaisseaux, stainless, tout ça, apporté le 12 juin et tout ça. Tu sais, qu'est-ce que la firme d'ingénierie québécoise a fait? A pris tous les papiers, tous les dessins du travailleur québécois, de l'ingénieur de la petite firme québécoise. Ils l'ont envoyé en Chine, puis il a dit, es-tu capable de faire ça pour moins que 400 000? Tout l'engineering a été fait par le Québécois, puis il a vendu à rabais la firme. Puis l'autre, le Chinois qui n'a rien à travailler vraiment, il a juste à copier. Il dit, je suis capable de le faire pour 360 000 avec le transport. Puis ils ont pris le Chinois. Aïe, aïe. Tu vois-tu comment c'est de la crosse? Ça, c'est de l'enrichissement collectif. C'est épouvantable. Et ça, j'en ai plein d'histoires. Je peux vous passer 2 heures à vous parler de ça. Je ne veux plus en parler. Bonne chance. Jean-Charles, j'espère de t'envoyer certaines personnes. Je te souhaite le bonheur. Je souhaite que tout le monde se rallie derrière toi, puis mette en place, puis les gars et les femmes, n'ayez pas peur de vous prononcer puis vous avancer parce qu'on est géré par des bandits. Je vous le dis, c'est des bandits, Ils détestent le Québec, ils s'enrichissent, ils détestent. Tu sais, quand ils pleurent, puis ils disent c'est leur famille, ils pensent à leur famille, pas à nous. Ils nous appauvrissent. Tu sais, le libre-échange, là, quand tu fais du libre-échange avec le Mexique, le pays le plus corrompu dans l'Amérique du Nord. Ils sont payés 4 piastres à l'heure. Toi, tu es payé 35 piastres. C'est quoi la compétition que tu peux avoir? Tu fais de la mondialisation avec la Chine, que les femmes, les féministes, je ne veux pas aller trop loin là-dessus, mais les féministes, ils ont fermé toutes les shops de couture au Canada, puis au Québec, puis aux États-Unis. Chabanel, toutes les shops étaient fermées. Ils sont où maintenant? Ils sont tous au Bangladesh, ils sont tous en Inde, ils sont tous en Chine. C'est qui fait ça? C'est des petites filles, des enfants, des femmes qui font ça. Ils sont où les féministes pour dénoncer ça? Notre linge, toute la crise de linge qu'on a, c'est fait par des esclaves qui font 35 cents à l'heure. Puis nous autres, on ne les dénonce pas, puis on dit oui, c'est bon, au nom de la libre-échange. Mais on est une gang de pourris. C'est ça que j'avais à dire. Je m'excuse si j'ai pris un peu plus de temps. Au contraire, je m'en allais dire merci de ta générosité, Ken. Écoute, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de live ensemble, puis ça me rappelle des bons souvenirs qu'on disait, à soir, Jean-Charles, on va y aller 45 minutes à 1 heure max. Puis on n'était jamais capable de finir un live en dedans d'1 heure et demie parce qu'on s'alimente tous les deux. C'est vraiment un heure de la guerre. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est systémique. Moi, je pense qu'il y a un point de croisement. Puis tu l'as dit à 2 ou 3 reprises. J'invite tout le monde à penser en dehors de la boîte. Y est-tu trop. Non, les élections ne sont même pas commencées. Puis en période électorale, là, 1 semaine, c'est une éternité. Parce que ça bouge tout le temps. Tout à fait. Tout est possible. Là, comme Ken dit, on est au-dessus de 45. Là, on doit approcher une 50aine de personnes qui ont demandé pour des candidatures. Regarde, on est tous bénévoles, on est une équipe.
Oui, le fait qu'un entrepreneur à succès comme Eric, comme maintenant, malgré l'argent qu'il a, c'est pas je veux décider. Il dit il faut changer le système parce que ça marche pas. Donc, on a des gens qui commencent à se lever. On a qui nous appuient en arrière. Mais, regarde, moi, je salue, tu sais, même si on s'est parlé de même, moi, Eric, puis Jean, quand on s'était rencontrés, on n'est pas obligé, comme je t'ai dit tantôt, d'être d'accord sur tout, là. Tu sais, as le droit de penser comme tu veux, mais on se rejoint sur une base. Il faut changer ce maudit système-là. C'est ça qui réunit les gens chez Démocratie Directe. On s'ostinera sur nos différences après. Là, on remet le pouvoir dans les mains des citoyens. On met des outils comme dépolitiser les instances publiques et parapubliques, enlever les jobs garantis chez les hauts fonctionnaires, remettre l'imputabilité, enlever la corruption. Puis je dis, regarde, là, puis avec le due diligence, là, m'a dit de quoi, là, si tu fais tout ça dans le premier mandat, là, c'est incroyable. Le Québec est riche, puis ça va bien. Exactement. Faites attention à vous autres. Puis regarde, on n'est même pas embarqué dans l'eau, dans l'électricité qu'on vend moins cher à d'autres que ça. Je veux dire, on est un pays. Moi, quand j'ai commencé à l'école, le Québec était riche parce qu'on avait tout pour s'enrichir. Aujourd'hui, on est pauvre. Pas à cause des travailleurs, pas à cause des hosties dédentés. C'est à cause de nos universitaires qui ont vendu le Québec à rabais. Je vous le dis, et c'est plate à dire parce que personne ne veut l'entendre, ça. Ben, ils n'ont plus d'éthique. OK? Les extras dans tout. J'en parle même pas. Je peux m'asseoir à la table avec n'importe quel ingénieur mécanique, puis je vais le faire rougir avec les erreurs, avec les extras qui font grandir. Quand je suis commencé dans l'industrie de la construction, le meilleur estimateur, tuyauteur, plomberie, c'est un tuyauteur. Le meilleur électricien, estimateur, c'est électricien. Le meilleur mécanicien, meilleur dans l'industrie, là, dans l'industrie totale. Aujourd'hui, ils sont tous tassés, c'est tous des ingénieurs. Ils posent tous les extras. Si tu es bon, c'est parce que tu rentres à brabet, en bas du prix, puis tu viens avec des extras qui est associé directement avec la collusion. Et tu es chum avec le gars de la ville et tu montes le contrat de 10, 15 fois le montant et la durée du contrat en plus. Tu sais, on a bâti le style Louis-Hippolyte Lafontaine en 1 an et demi, et puis là, maintenant, la direction, elle va prendre 4 ans. Tu sais, c'est épouvantable, ça n'a pas de sens. On n'est plus capable de faire des gros projets, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit, et c'est toujours limité, tout ci, tout ça. Et tu sais, je ne suis même pas allé dans des autres affaires que je peux vous parler. Là. On aura la chance d'en faire un autre, Ken, s'il y a des sujets, parce que moi, je pourrais toujours te dire problème, action, mais tu sais, la commission Charbonneau, je suis assez critique parce que moi, je connais justement des entrepreneurs. Puis là, ils sont tellement anti-corruption pour l'image que là, tous les gros qui étaient en collusion, mais là, OK, fait que là, si tu veux un contrat avec le gouvernement, exemple que tu soumissionnes, puis en tant qu'entrepreneur général, c'est pas un gros contrat, là, mettons 300 000, là, c'est une petite job, mais si, il te faut 1 million de caution. Fait qu'il faut que tu sois millionnaire avant de... Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, on fait un ménage anti-corruption, mais c'est juste les gros qui sont capables de pogner les jobs à cette heure, fait que ça fait encore plus de... En tout cas, tu peux me donner ton opinion là-dessus, mais moi, ce que j'ai raison, là... On pouvait en parler énormément, puis on va s'asseoir, puis j'espère qu'il y en a d'autres qui se joignent, nous autres. Merci, Kevin. Oui. Kevin Grenier, qui était malade aujourd'hui, qui fait, lui aussi, il est plein de volonté. Oui. Il y a plein de gars qui sont autour. Félicitations à tout le monde, puis bonne chance, OK? Oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté ce live-là. Merci encore à Ken de ta générosité puis du partage qu'on a eu. Ça va être que partie remise. Et toutes les autres, n'hésitez pas à adhérer. démocratiedirectquebec.com. La carte de membre est gratuite. Embarquer dans l'équipe. S'il y en a qui veulent être candidats, représenter leur région, question d'implanter une démocratie au Québec. Mais on va dire merci à Daniel Pilon. Daniel Pilon, oui, mais Daniel Brisson aussi. Ils m'ont aidé énormément aussi. Take care, man. André Pitt. Salut. Oui, merci à tout le monde. Bye. Il décide pour toi. Puis toi tu regardes. Tu votes.
Tu votes, mais tu décides jamais. ils décident pour toi, puis toi tu regardes un peu. Nous autres on est pour vrai. On veut le pouvoir de décider. Là, tout de suite. Tu votes. Aujourd'hui, les gens réalisent qu'ils n'ont aucun pouvoir. On vote, mais on subit des décisions qu'on ne contrôle pas. La réalité, c'est que ce système nous a habitués à abdiquer notre pouvoir. Être autonome, c'est décider par soi-même. Être responsable, c'est d'assumer ses décisions. Et si aux prochaines élections, on arrêtait d'élire nos maîtres? Pour la première fois, on exercerait notre pouvoir. C'est la file d'attente, carton dans les mains. On dit c'est important, mais ils changent rien demain. Ils parlent beau, ils parlent fort, beaux habits, beaux projets. Après ça, 4 ans de plus à t'expliquer quoi penser. Ils décident ce que t'es droit de dire, droit de faire.